Fin 1940, l'Europe de l'Ouest, à l'exception de l'Angleterre, est sous domination allemande. Hitler tourne alors son attention vers l'Est et l'URSS comme solution au problème britannique. Les Russes vaincus, pense-t-il, amèneront les Anglais, sans alliés disponibles sur le continent, à négocier. Il est convaincu, malgré l'objection de ses généraux, de pouvoir vaincre l'armée russe en une campagne, la guerre d'hiver ayant démontré la médiocrité des forces soviétiques et de son commandement. Enfin, l'annexion par Staline des pays baltes et surtout de la Bessarabie, proche des champs pétrolifères de Roumanie, ont achevé de le convaincre de la nécessité d'éliminer le danger russe. L'invasion est décidée, et ce sera l'opération Barbarossa. Son déclenchement est prévu pour la mi-mai. Mais c'est sans compter sur le turbulent allié italien, Mussolini, qui, malgré son engagement en Égypte contre les Anglais, décide soudainement et sans en avertir Hitler d'attaquer la Grèce depuis l'Albanie. Le 27 octobre, les Italiens se lancent à l'attaque. Mais une médiocre préparation, associée à un terrain difficile, transforme la facile victoire attendue en échec retentissant. Pire, les Grecs contre-attaquent et pénètrent en Albanie. Les Anglais proposent immédiatement leur aide, et après avoir hésité, les Grecs finissent par accepter à la mi-février 1941. Churchill rêve d'une nouvelle armée d'Orient, comme en 1916, sur le flanc sud des Allemands. Mais il sous-estime gravement les capacités de réaction allemandes, qui bénéficient d'une position centrale, et surestime tout aussi gravement les capacités d'intervention britanniques. De plus, pour pouvoir intervenir en Grèce, il donne l'ordre d'arrêter l'offensive victorieuse en cours en Libye contre les Italiens, où la route de Tripoli est ouverte. Les Allemands en profiteront pour envoyer un corps mécanisé, l'Afrika Korps de Rommel, et retarderont de 2 ans l'expulsion des forces de l'Axe d'Afrique. L'arrivée des Anglais en Grèce, bien évidemment, ne laisse pas Hitler indifférent. Se lancer à la conquête de l'immense Russie avec un flanc sud peu sûr est à exclure. Rapidement, un plan d'invasion de la Grèce est mis au point. Ce sera Marita, à peine retardé par le coup d'État yougoslave qui a pour résultat d'intégrer la conquête de ce pays en plus de la Grèce. L'opération est un franc succès. La Panzerwaffe, étroitement associée à la Luftwaffe, prouve encore une fois, malgré un pays extrêmement difficile et montagneux, sa maîtrise de la guerre éclair. Les Yougoslaves sont rapidement écrasés, non sans que la capitale, Belgrade, ne soit sévèrement bombardée par la Luftwaffe lors d'une opération nommée Châtiment. Les Britanniques sont manœuvrés et dans l'incapacité d'empêcher un effondrement grec. Après une résistance aux Thermopyles, ils sont contraints à un nouveau Dunkerque et quittent le continent, cette fois pour la Crète. Cette grande île verrouille la Méditerranée orientale. Sa position met à portée des bombardiers britanniques les puits de pétrole roumains si vitaux à la survie de la Grande Allemagne en guerre. Mais dans le même temps, les Allemands sont dans l'impossibilité de pouvoir débarquer en force suite à l'importante présence de la Royal Navy. De plus, la Wehrmacht, à la veille de Barbarossa, ne pourrait y consacrer que peu de forces. La solution envisagée un temps est donc de masquer l'île avec la Luftwaffe. Mais le 21 avril, le général Student, commandant les forces aérotransportées allemandes, propose à Hitler de conquérir l'île par le ciel. Le général parvient à surmonter les hésitations d'Hitler, qui donne son accord, et l'opération prend le nom de Mercure. Elle est confiée au général Lohr et à sa nouvelle 4e armée aérienne. Pour l'attaque, Student dispose du 11e Fliegerkorps avec la 7e Fallschirmjägerdivision, parachutiste, et le Luftlandssturmregiment, régiment d'assaut aéroporté. Par contre, la 22e division aérotransportée, affectée par Hitler à la garde des puits de pétrole de Ploesti, est remplacée par la 5e Gerbjägerdivision, division de montagne, qui, si elle n'a aucune pratique de l'aérotransport, est une unité de grande valeur combative. Il a à sa disposition 230 planeurs et 500 avions de transport et de parachutage Junker Ju-52. Le 8e Fliegerkorps du général von Richthofen est chargé lui de l'appui aérien, avec environ 600 machines, dont 200 chasseurs et 150 bombardiers en piqué Stuka. Côté naval, les Allemands sont totalement dépendants des Italiens, eux-mêmes largement surclassés par la Royal Navy. L'amiral Karl Schuster, commandant des forces navales de l'Axe dans les Balkans, ne dispose que de 2 destroyers, une dizaine de torpilleurs et quelques navires moins importants, pour la plus grande part italiens. Il reçoit pourtant la mission redoutable d'organiser 2 convois prévus pour débarquer une grande partie de la 5e Geberjäger-Division dans la baie de Souda et le port d'Héraklion juste après l'assaut aéroporté. À cet effet est réunie une flottille d'embarcations hétéroclites composée en majorité de caïques grecs. Côté britannique, la situation est nettement plus préoccupante.
Les unités chargées de la défense, britanniques, australiennes, néo-zélandaises et grecques, manquent d'armes lourdes et de véhicules et sont relativement désorganisées. En tout, environ 26 000 hommes du Commonwealth et environ 13 000 Grecs, avec le renforcement d'une quarantaine de chars, la plupart légers. Sous le commandement du général néo-zélandais Freyberg, ses troupes ont pris position sur la côte, au nord, ainsi qu'autour des aérodromes de Malem, Réthymnon et d'Héraklion, où ont été disposés la plupart des canons antiaériens, ainsi que 2 radars. Côté aérien, Freyberg ne dispose que d'une cinquantaine d'appareils sur l'île, pour la plupart obsolètes, et seuls 8 Hurricane, bien qu'inférieurs au Messerschmitt Bf-109, ont une réelle chance d'opposer une résistance aux attaques allemandes. Les aérodromes d'Égypte, trop loin, ne peuvent aider efficacement la défense. Cependant, la Royal Navy, sous les ordres de l'amiral Cunningham, dispose d'une très large supériorité et semble capable d'interdire tout débarquement allemand. Pour protéger l'île, sont déployés 2 cuirassés et 9 croiseurs, ainsi que 3 flottilles de destroyers. Mais les pertes lors de l'évacuation de la Grèce ont montré la vulnérabilité de la flotte aux attaques aériennes. Cunningham ne dispose en effet que d'un porte-avions, le Formidable, avec peu de chasseurs, par ailleurs largement surclassés par les Bf-109 allemands. Un autre avantage pour la défense, celui-là sans ambiguïté, est le renseignement. La Luftwaffe emploie pour ses communications opérationnelles la machine à crypter Enigma. Or, le secret d'Enigma a été percé et, grâce au fameux Ultra, les Britanniques, du moins à Londres, sont informés des grandes lignes de l'opération aéroportée et de la date choisie, ainsi que du projet de débarquement. Ils en avertirent Freyberg qui, tout en doutant, prit des dispositions contre une invasion aéroportée, notamment autour des aérodromes. A contrario, côté allemand, Student dispose de renseignements qui sous-estiment gravement les effectifs des défenseurs, les évaluant à 5 000 hommes contre pas loin de 40 000 en réalité, et il pense bénéficier d'une surprise totale. Il a donc mis au point un plan audacieux, s'emparer, lors de l'assaut initial, de 3 aérodromes, Malem, Héraklion et Réthymnon, ainsi que de la baie de Souda et la ville de Lacanée. À cet effet, il construit ses groupes d'assaut autour de ses 4 régiments de parachutistes, les 3 de la 7e Fallschirmjäger-Division et le Luftlandssturm-Regiment. Il crée 3 groupes, West pour Malem, Mitte pour Lacanée et Réthymnon, et Ost pour Héraklion. À partir du 3 mai, le 7e Fliegerkorps attaque les positions britanniques ainsi que les navires patrouillant entre la Grèce et la Crète pour préparer l'attaque. Le 14, les chasseurs allemands et les bombardiers en piqué qui, un peu courts sur pattes, ont été installés sur des bases sommaires à Malloy et sur l'île de Karpathos, font leur apparition au-dessus de la Crète. La RAF, submergée, y perd ses derniers chasseurs. Les aérodromes, les positions de DCA et les installations britanniques sont attaquées quotidiennement. La flotte, elle aussi, subit d'incessantes attaques aériennes, que ce soit les patrouilles en mer ou les navires de ravitaillement dans la baie de Souda. À partir du 17, il n'y a plus d'opposition de la RAF. À la veille de l'invasion, le 7e Fliegerkorps peut être satisfait. Malgré des pertes sensibles, aggravées par les pannes et accidents dus aux conditions difficiles, poussière, infrastructures embryonnaires, la Luftwaffe possède la totale domination du ciel au-dessus de la Crète et contraint même la Royal Navy, de jour, à gagner le sud de l'île pour éviter ses avions. Au petit matin du 20 mai, les Ju-52, chargés de parachutistes, traînant parfois un planeur, prennent leur envol. Mais les nuages de poussière soulevés par les décollages entraînent un premier retard, les avions suivants devant attendre d'avoir une visibilité suffisante pour décoller. Le manque d'avions oblige à lancer l'attaque en 2 vagues. La première, à 7 heures, sur le secteur Malem-Lacanée-Souda, et la seconde, prévue à 14 heures, sur Réthymnon et Héraklion. À peine en route, un premier incident grave frappe les forces d'invasion. Le planeur transportant le général-lieutenant Sussman, chef de la 7e Fallschirmjäger-Division, et une partie de son état-major, s'écrase peu après le décollage, tuant tous ses occupants. Les débuts de l'opération au-dessus de Malem-Lacanée semblent néanmoins s'exécuter sans anicroche. Les ME-109 et les Stuka s'en prennent à toutes les positions connues ou supposées des Britanniques autour de Malem et de Lacanée. La DCA est faible, voire nulle par endroits. L'opposition aérienne inexistante. Mais tout change à l'apparition des Ju-52. La défense se réveille brutalement, sous un feu intense venu du sol qui oblige les avions à élargir leur formation. Les largages commencent dans la confusion.
Beaucoup d'appareils sont touchés, la DCA de petit calibre étant particulièrement efficace et meurtrière sur les paras entassés dans les avions, et plusieurs sont tués ou blessés dans les JU, empêchant les suivants de sauter, aggravant la dispersion des largages. Une fois vides, les JU reprennent le chemin de la Grèce continentale. Beaucoup ont été touchés, plusieurs gravement endommagés, et certains n'arriveront pas à destination, forcés à l'amérissage. 7 avions sont perdus. Au sol, c'est le chaos. Pour le groupe West, qui a pour objectif l'aérodrome de Malem, les premiers à se poser vers 7h10 sont les planeurs du Luftlandssturmregiment. La 3e compagnie s'empare d'une position de DCA à l'embouchure de la rivière Tavronitis, juste à l'ouest de Malem, non sans perdre son chef. La 4e compagnie, pour sa part, atterrit sur les pentes de la côte 107, au sud de l'aérodrome, en plein sur les positions du 22e bataillon néo-zélandais. Elle est décimée et son chef tué par les défenseurs. Les quelques survivants tentent de se retirer vers le sud-est pour se regrouper. Enfin, le Stostrup Braun atterrit à côté de son objectif, le pont de Tavronitis, et s'en empare, en subissant lui aussi de lourdes pertes, dont une fois de plus son chef, le major Franz Braun. Puis viennent les parachutistes. Le 3e bataillon, qui a pour objectif le village de Malem et l'ouest de l'aérodrome, saute directement sur les positions de la 5e brigade néo-zélandaise. Il est littéralement taillé en pièces par la défense, perdant 400 de ses 600 hommes, son chef, son adjoint, 3 chefs de compagnie sur 4. Le 2e bataillon se pose à l'ouest de la rivière Tavronitis sans trop de pertes, comme le 4e qui lui saute au sud de la côte 107. Pour le groupe MIT, dont l'objectif est Lacané, l'attaque commence aussi par l'arrivée des planeurs. La 1re compagnie a pour cible les positions de DCA sur la presqu'île de Karotiki, mais les positions s'avèrent être des leurs, et le secteur est solidement tenu par le Northumberland Hussars. La compagnie perd les 2/3 de son effectif, le reste se rend. La 2e compagnie s'empare de son objectif, une position de DCA au sud-ouest de la Canée. Le Fleetjäger Régiment 3 saute à l'est de la Canée, près de Galatas, mais il est très dispersé et le secteur est tenu par la 10e brigade néo-zélandaise et un régiment grec. L'opposition est forte, les pertes rapidement lourdes, et les paras ont d'énormes difficultés à récupérer les containers d'armes lourdes et de munitions. Ils s'emparent néanmoins d'Aya et de la prison de Galatas. En fin de matinée, la situation des envahisseurs est précaire. Aucun des objectifs n'a été atteint, et la résistance est bien plus forte que prévu. Les pertes sont très lourdes, le commandement décimé et désorganisé, les unités dispersées, les munitions peu nombreuses. Le Luftlandssturmregiment tient la rive ouest du Tavronitis et le pont. Ses 2e et 4e bataillons se regroupent au sud de la côte 107. Le Flaggerjäger 3 tient Aya, mais est bloqué devant Galatas. Au QG du 11e Fliegerkorps, on est dans l'ignorance des difficultés de la première vague, en raison de l'absence totale de communication avec les troupes engagées. Mais un certain optimisme règne, les pertes relativement légères des JU-52, et certains rapports de pilotes laissant à penser que tout se passe comme prévu. Sur les aérodromes grecs, c'est la préparation de la 2e vague, mais les opérations de ravitaillement, longues, et les énormes nuages de poussière soulevés gênent, retardent et dispersent les JU. La première conséquence, grave, de ce retard est un manque de coordination avec le 8e Fliegerkorps. Les transports se présenteront 1h30 à 2h après l'attaque aérienne qui aurait dû avoir lieu juste avant le saut, et la dispersion des avions entraîne l'arrivée des paras par petits groupes, donc eux aussi très dispersés et très vulnérables aux tirs venus du sol. Pour le groupe MIT, qui a pour objectif Rétimnon-Souda, le Fliegerjäger Regiment 2 atterrit sans aucune surprise au sud-est de l'aérodrome, 1er bataillon, et à l'est de la ville pour le 3e bataillon. La prise de l'aérodrome et de la ville étant largement au-dessus des moyens des assaillants, chaque bataillon doit quasiment immédiatement se mettre en position défensive et tenter de regrouper ses unités. Pour le groupe Ost, avec pour objectif Héraclion, les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Le Fliegerjäger Regiment 1 se retrouve dans la même situation, en position défensive autour des collines surplombant l'aérodrome et la ville d'Héraclion. Il a subi des pertes sensibles et manque de munitions. La 2e vague est donc un échec, les parachutistes étant trop peu nombreux pour venir à bout de la résistance. Dans l'après-midi, le groupe West a bien tenté d'avancer sur l'aérodrome de Malem, mais il a été arrêté puis repoussé par une contre-attaque néo-zélandaise soutenue par 2 chars.
Le 8e Fliegerkorps appuie de tous ses moyens les aéroportés, et même quelques CR-42 et bombardiers italiens y participent depuis Rhodes. Seuls quelques avions partent à la chasse aux navires, en vain, se rabattant sur le navire ancré à Souda, achevant le cuirassé York. En fin de soirée, on a une image bien plus réaliste de la situation au QG du 11e Fliegerkorps, et elle n'est pas brillante. Pour redresser le cours des événements, Student décide de déplacer le centre de gravité de l'attaque sur Malem, en renforçant le groupe West afin qu'il prenne Malem à la 5e brigade néo-zélandaise, pendant que le Fliegerjäger 3 du groupe MIT fait face aux Néo-Zélandais des 10e et 4e brigades devant Galatas. Il vise la prise d'un aérodrome permettant le ravitaillement et le renforcement des parachutistes par la venue en avion des troupes de montagne. En attendant, les parachutistes s'enterrent, redoutant une contre-attaque britannique qu'ils pensent imminente.